bienvenue sur le plateau HR Makers, l'émission qui donne la parole à ceux qui font et feront le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec deux expertes pour aborder la thématique de la CSRD. Cela ne vous aura pas échappé, depuis janvier 2024, une directive européenne est passée en vigueur, la CSRD. Elle oblige les entreprises d'au moins 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions de chiffre d'affaires à publier un rapport de durabilité. Mais si son objectif est clair, rendre davantage transparent le reporting des critères extra-financiers des entreprises, son application reste encore un peu floue pour certains d'entre nous. Alors, si comme moi, vous souhaitez en savoir davantage sur cette fameuse CSRD, restez avec moi et mes deux invités, Laurence Breton-Cueni, DRH du groupe AFNOR. Bonjour. Bonjour, et également vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Oui. Vous êtes accompagnée de Morgane Mondolfo, avocate associée et qui dirige le département droit social du cabinet Squadra Avocat. Bonjour mesdames. Bonjour Elsa. Bonjour Laurence. Alors, pour commencer, Morgane, j'aimerais bien vous laisser la parole afin que vous puissiez nous dire ce que la CSRD change actuellement pour les entreprises, peut-être nous redonner un petit peu le contexte de son entrée en vigueur. D'accord, merci Elsa. En effet, c'est la première question à se poser. Est-ce qu'on tombe dans le champ d'application de la directive CSRD? La question n'est pas simple. Précédemment, il y avait déjà des obligations de rapport de durabilité avec la précédente directive qui s'appelait la directive NFRD de 2014, qui a été mise en vigueur en 2018 en France et qui a créé l'obligation de la déclaration de performance extra-financière, la DPEF. Évidemment, toutes les sociétés qui tombaient dans le champ de la DPEF vont devoir se mettre en conformité avec cette nouvelle directive CSRD à partir du 1er janvier 2025. Donc, autrement dit, c'est demain. Très rapidement, oui. Cette directive CSRD a élargi les obligations de rapport de durabilité et donc ça va s'appliquer progressivement jusqu'en 2028 à d'autres types d'entreprises, les grandes sociétés non cotées, les PME cotées en Europe et même des groupes cotés mais qui ne sont pas des groupes européens. Donc il y a des obligations même extraterritoriales et c'est très important. Alors cette directive CSRD, elle change la donne parce qu'on harmonise les critères de durabilité. On a mis en place des critères qui s'appellent ESRS et qui sont des données qui vont être universelles pour toutes les entreprises. Il faudra être en capacité de les traiter et un rapport qui sera uniquement numérique. Et j'y reviendrai plus tard parce qu'il y aura évidemment des conséquences sur les données qu'on va publier et qui sont donc public, voilà, c'est ça. C'est ce qui va changer également, c'est que ça va être beaucoup plus transparent pour quiconque s'y intéresse. Juste pour être très clair, pour janvier 2026, les entreprises qui doivent publier ce rapport, ce sont celles qui sont cotées. Pour janvier 2025, ce sont les grandes sociétés cotées et les entreprises dites d'intérêt public, assurances, banques, qui étaient déjà dans le cadre de la DPEF. Donc, elles sont plus ou moins habituées à mettre en œuvre des rapports de durabilité. Voilà. Et pour 2026, ça va s'ouvrir aux non-cotés. Exactement. Ok, très bien. Merci. Alors, Laurence, toutefois, il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques mois, en partenariat avec le cabinet Deloitte et la NDRH et l'ORSE. Et un chiffre est assez étonnant. Seuls 24% des entreprises estiment avoir un niveau de compréhension élevé de la norme sociale CSRD. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il va y avoir quelques couacs? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude? Merci Elsa. Alors déjà, c'était une première. Donc, toute première, il faut relativiser les éléments. Alors peut-être quand même donner le cadre des répondants, puisqu'il y a eu 74 entreprises répondantes. Donc voilà, on a... mais pour autant, ça représente 2 millions de salariés concernés, effectivement, par rapport à cette étude.
Alors, il y a eu à la fois du quantitatif et du qualitatif. Et un point important, parce que si tout à l'heure on parle de gouvernance, c'est de savoir qu'il y a à peu près 50% de DRH qui ont répondu et 50% de directeurs RSE. Voilà, c'est important pour connaître le champ. Alors, maintenant, vous donnez ce chiffre, bien entendu, qui était le niveau de connaissance et de compréhension globale qui reste qui est encore faible. Effectivement, vous donnez le chiffre de 24%. Mais pour autant, il faut voir qu'on a deux autres chiffres aussi très importants. 34% des entreprises dépendantes ne savent pas si elles sont concernées par la CSRD. Donc, voilà, dont parlait Morgane. Mais en revanche, on a quand même 65% des entreprises répondantes qui, pour elles, la nécessité de la compréhension est un objectif à court terme. C'est-à-dire, on voit bien qu'on a effectivement un certain nombre d'entreprises qui vont être concernées pour le 1er janvier 2025. Donc, elles connaissent déjà. Mais les autres, en fait, sont proches de se lancer, puisque sur le panel, c'est quand même un chiffre important. Oui, très bien. Alors, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, et à mon avis que beaucoup se posent, c'est est-ce que cette CSRD, ce n'est pas une contrainte supplémentaire pour les entreprises qui avaient déjà beaucoup de normes à respecter, d'indicateurs à publier également. Comment est-ce que vous la percevez? Peut-être quels sont aussi pour vous, surtout Morgane, les conseils que vous donnez à vos clients? Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que un certain nombre de normes n'ont pas encore été éditées. On attendait des actes délégués pour juin 2024 et ils ont été reportés à juin 2026. Il s'agissait, donc là, pour le moment, on n'a que les normes universelles, donc qui touchent toutes les sociétés, peu importe le secteur, peu importe si on est une grande entreprise, côté, non côté, etc. Mais on attendait les normes sectorielles. C'est très important pour les sociétés, par exemple, dans l'énergie. On attendait des normes spécifiques PME et des normes sur les entreprises étrangères. Ouais. Donc tout ça, c'est reporté à 2026. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen s'est aperçu, et il y a eu un petit peu de lobbying évidemment, qu'on n'allait pas pouvoir absorber autant de normes. C'est un gros travail quand même en interne, notamment pour les DRH, pour les directeurs RSE, pour les directeurs financiers aussi, qui vont s'impliquer évidemment sur le sujet. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est tombé le 30 avril. Tout ça, c'est reporté à 2026. Mais en effet, il va falloir appréhender ce que sont ces nouvelles normes, ce que ça recouvre, et c'est un énorme travail déjà d'appréhension du sujet. Tout à fait, ça mobilise énormément les entreprises. Au niveau du nombre d'indicateurs, je crois que c'est à peu près 500 indicateurs. Oui, alors il y a 12 normes ESRS et 4 spécifiquement sur le volet social, mais qui ne concernent pas que les salariés. Il y a les travailleurs de la chaîne de valeur, etc. Pour vous, Laurence, comment est-ce que justement vous percevez la CSRD en tant que DRH ? Alors, déjà, je pense qu'on a, en tant que DRH, et après, tout dépend de son périmètre d'activité. Parce qu'en France, on est quand même les champions des indicateurs, entre le bilan social, le rapport comparé, l'index, la BDES. Donc, on va dire qu'on va être guère surpris des indicateurs, d'autant que bon nombre d'entre nous s'occupant déjà du pilier social de leur politique RSE, je parle pour les entreprises qui seront concernées à plus ou moins long terme. Alors, il y a quand même effectivement un point dont parlait Morgane qui pour moi est excessivement important et c'est un sujet qu'on travaille au niveau international, qui est ce qu'on appelle le workforce et la main-d'œuvre. Notre champ ne se limite pas aux salariés. Et je trouve que c'est vraiment un très bon point parce que dans tous les travaux internationaux, mais là au niveau des normes qu'on appelle l'ISO, c'est vraiment au niveau du management des ressources humaines un sujet pour nous. On ne peut pas fermer les yeux puisqu'on se rend bien compte que maintenant nous sommes des entreprises étendues et de faire comme si on ne connaissait pas. On comptabilise à la fois toutes ces personnes qu'on appelle main-d'œuvre ou travailleurs. C'est un peu surprenant parce qu'en France d'utiliser ce terme, mais c'est vraiment la traduction qui est faite en français des travailleurs, quel que soit finalement leur lien avec nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on arrive sur un sujet qui s'appelle le salaire décent, qui commence à faire couler beaucoup d'encre. Oui. Qu'est-ce que le salaire décent ? Eh bien, nous, en France, c'est vrai qu'on est
on va dire, très réglementées. La majorité des entreprises, je dis la majorité, ont des conventions collectives. Certaines sont le droit du travail, mais c'est quand même une minorité. Et donc, c'est vrai que quand on regarde au niveau européen, ils font appel, quand ils parlent de salaire décent, des négociations qui ont lieu au niveau des branches et conventions collectives. Cela étant, dès l'instant qu'on sort du périmètre France, la complexité est différente. C'est-à-dire que là, vraiment, les pays européens n'ont pas tous la même complexité. Mais pour le reste, effectivement, les indicateurs qui sont intéressants qu'on utilise pour nous dans nos tablets de bord, notamment les pourcentages d'entretien d'évaluation, un certain nombre de choses, même au niveau genré, ça ne va pas être très surprenant. N'oublions pas quand même que ces indicateurs sont faits pour piloter une action. Ils ne sont pas des indicateurs pour des indicateurs. Et pour autant, il y a des indicateurs qui ne sont pas très clairs dans leur mode. Déjà, je dis toujours qu'il y a un problème de traduction. Je ne sais pas si ça a été une traduction automatique, mais quand Morgane nous dit on a 4 normes dans le pilier social, la première, ils disent effectif. Alors qu'à l'intérieur, on a effectif, formation, rémunération. Ben non. En anglais, c'est workforce. Workforce, ce n'est pas l'effectif. C'est soit la main-d'œuvre, c'est un autre terme. Donc, on voit un petit peu la problématique, ça avait été déjà le cas pour le développement durable, de ce défaut de traduction. Parce que, comme l'a bien rappelé Morgane, il n'y a pas effectivement que l'effectif salarié ou pas. D'ailleurs, dans le bilan social, il n'y a pas que nos salariés, mais il y a aussi les travailleurs de la chaîne de valeur, les consommateurs, les communautés. Donc voilà, l'intitulé n'est pas le bon, en tout cas du premier. Mais bon, c'est un sujet qui permet en tout cas au DRH de se positionner sur un sujet majeur. Oui, tout à fait, parce que ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a bien évidemment, ça répond à l'enjeu de la neutralité carbone pour 2050, ça c'est certain, mais il y a aussi quand même cet aspect social qui est très important. Donc une grosse entreprise que je ne peux pas citer, mais par exemple, on découvrait que dans la chaîne de valeur, il y a du travail d'enfants. Là, tout d'un coup, ça deviendrait... Et qu'est-ce qu'elles risquent, par exemple, ces entreprises? Parce que vous avez dit, Morgane, ça sera public. Donc, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui change? Alors oui, il y a la question des sanctions. Alors, ce que vous indiquez, Elsa, on touche vraiment au devoir de vigilance. Et c'est vrai que c'est une obligation qui a émergé au fil des années à cause de la globalisation. Et on ne peut plus ne pas regarder ce qui se passe dans les pays au sein desquels on fait travailler ou on produit quelque chose pour soi en tant qu'entreprise. Mais il y a des sanctions qui sont prévues si on ne se met pas en conformité ou si on publie des données qui ne sont pas sincères ou si encore les données ne sont pas certifiées puisqu'il y a l'obligation de passer par une certification. Et c'est également une grande nouveauté de la CSRD. Ça sera certifié par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant. Donc on a vraiment voulu donner de la fiabilité à ces données. Mais par la suite, il va y avoir des conséquences, puisque l'objectif de la CSRD, c'est de réorienter les flux de capitaux vers des sociétés durables. Voilà. Et en 2027, il va falloir transmettre toutes ces informations sur une plateforme numérique qui s'appelle ESAP, European Single Access Point. Et en fonction des données qui seront à la fois financières et extra-financières, les flux de capitaux pourront être réorientés. Donc il y aura une vraie sanction. On est dans l'extra-financier, mais ça s'imbrique dans le financier, évidemment. Mais est-ce qu'il existe, parce que ça rappelle un petit peu la taxe carbone, alors est-ce qu'il y a un risque de dévoiement comme ça a été le cas avec la taxe carbone? Alors en réalité, beaucoup ont une méconnaissance de la taxe carbone. La différence, c'est que là, on est au niveau européen. Or, la problématique, c'est qu'on est dans un jeu mondial, et même la taxe carbone qui est liée à un certain nombre d'éléments signés par nos pays, on se rendit bien compte que le prix de la tonne était différent selon les pays, donc déjà des différences, avec une appréhension différente, et cette taxe ne sert pas forcément à ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire à développer des transitions écologiques. Donc voilà, c'était déjà un flou. Là, c'est très différent parce qu'on est ciblé sur des entreprises. En revanche, on donne
même si pour moi, en termes philosophiques, c'est bien, mais on donne une charge supplémentaire aux entreprises européennes qui travaillent dans un marché mondial. J'entends déjà au travers de certains collègues des recrutements qui sont faits en matière financière dans des grandes entreprises. N'oublions pas que les finances, c'est bien, mais en fait, quand on fait des investissements, la finance n'est pas tout. Donc, il faut bien garder la question de l'extra-financier et surtout rappeler qu'on est dans un jeu mondial. Oui, on n'est pas entre nous. Ouais. On n'est pas entre nous. Donc voilà, il faut réussir à garder raison. Mais en tout cas, ce n'est pas à notre niveau. Nous, c'est effectivement avoir des indicateurs cohérents qui suivent l'action. Mais surtout, on a une véritable question qui est la question de la gouvernance. Qui gouverne finalement le pilier des normes sociales? Oui. L'enquête dit à 51% les DRH, mais là encore, il y a des directeurs RSE qui sont d'accord et d'autres non, parce qu'il y a aussi derrière un jeu de pouvoir, ne nous cachons pas, que la RSE soit récupérée peut-être par la finance, qui devient un nouvel acteur. Ouais. En ce qui se concerne aujourd'hui, moi je reste persuadée que la RSE, et c'est la position d'ailleurs de beaucoup de personnes au sein de l'ORS qui y travaillent, pour moi, la cellule RSE est là pour animer, pour permettre effectivement d'impulser et de comparer. Après, chacun doit garder son pilier et nous, au travers de la RSE, nous ne sommes pas que des donneurs d'indicateurs. Nous sommes là pour impulser les politiques et en fait guider l'action au travers des indicateurs. Ça obligera aussi, et ça c'est important, les DRH de se rappeler qu'il n'y a pas de progrès sans mesure. Et cette étude révèle, alors je ne sais pas qui a dit ça, mais qu'il y avait 62% des entreprises répondantes qui étaient à jour de toutes les demandes, bilan social, index, etc. Je me dis, mais comment est-ce possible aujourd'hui Donc voilà, donc il faut faire d'une contrainte une opportunité parce qu'on n'a pas le choix. Oui. En gardant quand même à l'esprit que nous sommes plus durs avec les entreprises européennes alors que nous travaillons dans un marché mondial. Oui, tout à fait. Ça va être aussi un mot, Morgane, peut-être sur nos confrères anglo-saxons. Comment est-ce qu'ils, eux, perçoivent la CSRD? Est-ce que c'est une contrainte ou je pense que toutes les entreprises étrangères et les confrères également perçoivent ce droit de la conformité comme une contrainte. Mais c'est vrai qu'en France, on a peut-être un volume réglementaire beaucoup plus élevé qu'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des projets de loi de simplification. Est-ce qu'on va garder la BDESE ou pas? Là, la BDESE perd tout un champ de ses indicateurs puisque la DPEF, qui servait également de contenu, disparaît avec la CSRD. Donc, on sent bien qu'on empile, on juxtapose, mais on ne fusionne pas. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi unifier tout ça pour que les sociétés puissent traiter une information une fois et non pas une information légèrement différente pour 5 ou 6 normes qui coexistent en fait. Donc je pense qu'en France, on a un sujet particulier de réglementation. Ouais. Très bien. Pour conclure, peut-être juste un mot pour vous. En quoi est-ce que la CSRD est un petit bouleversement ? Je pense que c'est vraiment un bouleversement, je parle pour la fonction RH, de ceux qui ne se sont jamais intéressés à la question de la RSE au sein de leurs organisations. Ouais. C'est vraiment une opportunité, mais ils ne doivent pas oublier, d'une part, il faut avoir la connaissance, et ça fait partie des enjeux que nous avons, des enjeux de connaissance, des enjeux culturels de transformation, puis ça répond à des attentes. Donc là, c'est vraiment un sujet qui doit être de préoccupation, même si son entreprise aujourd'hui n'est pas concernée. Parce qu'on sait très bien comment ça arrive. Généralement, ça arrive les plus grosses, et puis on diminue au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Donc voilà, il faut avoir un esprit ouvert. C'est la raison pour laquelle on s'est associé, la NDRH, alors c'est Deloitte, pour avoir cette première enquête, pour pouvoir sensibiliser nos membres, et puis rappeler qu'il y a un enjeu également de gouvernance, qui est un enjeu stratégique par rapport à notre fonction, et rappeler, effectivement, on a vu l'intérêt de notre fonction pendant le Covid, pour ceux qui en doutaient, oui, l'humain est important. Mais voilà, dans cet enjeu, effectivement, avec ces normes, et moi je parle surtout du pilier social, il faut vraiment qu'on soit présent. Donc voilà, être présent, monter en compétence sur le sujet et ne pas oublier notre raison d'être qui va être l'accompagnement. Tout n'est pas que financier, l'extra-financier est excessivement important.
Oui, tout à fait. Morgane, en quoi, voilà, un mot pour dire en quoi est-ce que ça représente un bouleversement et pas juste quelque chose en plus. C'est exactement ce que vient de dire Laurence. La fonction RH se renforce par le biais de tous ces sujets extrêmement stratégiques. On parle de ressources humaines, ressources. Une entreprise, c'est aussi les hommes qui la composent. Oui, oui. Et c'est une manière de mettre en valeur ces ressources et de faire en sorte que les ressources soient durables. Toutes ces normes, alors certes c'est embêtant de les appréhender, c'est beaucoup de travail, mais on peut penser que le travail d'analyse sera fait une bonne fois pour toutes, et qu'ensuite on va le faire vivre. C'est du droit de la conformité, c'est un droit vivant. Donc on ne va pas faire un rapport une fois pour toutes une année et s'en préoccuper l'année suivante quand il faudra faire le nouveau rapport. Voilà, on est dans une logique d'amélioration continue aussi. Les normes européennes ont vocation à être réévaluées tous les 3 ans, en principe, Oui. à la hausse. Oui. Donc, effectivement, il va falloir que les sociétés qui ne sont pas concernées dans un premier temps se penchent quand même sur la question, parce qu'il y a aussi la marque employeur, il y a beaucoup de sujets d'attraction des talents aussi, et c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas ne plus se préoccuper. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, pour ces explications. Donc, on aura bien compris à quel point la CSRD doit engager et questionner chaque entreprise, que ce soit pour demain ou après-demain. Mais en tout cas, on ne pourra pas faire autrement que d'accélérer sur les critères extra-financiers des entreprises. Je rappelle, Laurence Breton-Cueni, que vous êtes DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de la NDRH, Association nationale des DRH, et Morgane Mondolfo, avocate associée au cabinet Squadra Avocat. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur le plateau HR Makers. La semaine prochaine, nous nous questionnerons sur l'entreprise comme lieu de vivre ensemble. Merci beaucoup.